va vraiment présenter Jean-Paul Villiers, l'auteur au moins de 2 bâtiments qui ont marqué quand même leur époque, le pavillon de la France à Séville en 92, et puis l'aménagement du pont du Gard dans les années 2000-2001. Quelques bâtiments marquants, le siège de France Télévisions évidemment, le Sofitel de Chicago, la médiathèque de Reims, des tours à Shanghai, le musée d'histoire naturelle à Toulouse, la tour Majunga en chantier aujourd'hui. Vous parlez de l'imagination et vous la mettez en opposition avec la vision. Finalement, comment est-ce que vous convoquez cette imagination? Par quoi? Lorsque j'ai commencé ma réflexion sur l'architecture et lorsque j'étais étudiant, le structuralisme, et notamment le structuralisme anglo-saxon, était très présent dans l'architecture. Autrement dit, les bâtiments s'exprimaient par la démonstration de leur structure. Je me suis rendu compte que c'était pas tellement ça qui m'intéressait. C'est-à-dire que, en réalité, il y avait une dimension poétique dans l'architecture que ce structuralisme et cette vision au premier degré n'arrivaient pas à exprimer, voire à atteindre. Et le grand exercice pour moi, qui m'a permis d'aller jusqu'au bout de ce truc qui n'était pas clair et compliqué, que j'arrivais pas à expliquer clairement, c'est lorsque j'ai dessiné sur le pavillon de la France à Séville, puisque l'idée, c'était de ne montrer rien. C'est-à-dire qu'on devait faire un vide et d'exprimer une structure dont on ne savait pas comment elle tenait et qui, d'ailleurs, ne tenait pas, puisque une plaque de 50 mètres par 55 mètres de côté qui pèse 520 tonnes ne peut pas avoir l'épaisseur d'une feuille à papier. Que c'est une idée idiote, que ça n'est pas possible. J'ai tiré beaucoup de profit de ce travail. J'ai tiré du profit sur le lisse, j'ai tiré du profit sur l'absence, c'est-à-dire un concept très Roland Barthes, hein, c'est-à-dire qu'en réalité, on se projette sur des choses que l'on ne voit pas. Et donc, c'est cette relation qui m'intéresse. Un bâtiment qui ne vous interpelle pas, un bâtiment qui ne vous procure aucun plaisir, aucune joie à le regarder, c'est un bâtiment qui n'est pas vraiment réussi, quoi. Je crois que l'architecture, ça doit être un art de l'émotion quelque part, quoi. Vous avez parlé de densité des villes comme une nécessité. Est-ce qu'on est obligé d'avoir des tours? Parce que c'est un grand débat à Paris en ce moment. Et finalement, pour être une ville moderne, pour exister dans le monde moderne, pour attirer les gens, les entrepreneurs, il faut monter en hauteur absolument. Non, bien sûr que non. J'ai posé ce débat de la densité parce qu'il a été mal engagé, je pense, en France en particulier. Toutes les villes comme Paris qui n'ont pas augmenté leur densité ont décliné. Et Paris est une ville qui a décliné. Et aujourd'hui, on recommence à construire dans cette ville, fort heureusement. Il était temps qu'on le fasse. Parce que les conséquences ont été tragiques dans cette ville. C'est-à-dire qu'on n'a pas construit, les habitants sont partis, les classes moyennes ont fui en raison de la rareté de l'offre qui a fait monter les prix, et en particulier des logements d'une manière scandaleuse dans la ville de Paris, qui a attiré des étrangers qui n'y voyaient que des placements immobiliers et non pas un moyen d'habiter agréablement une grande capitale mondiale. Est-ce que tu recommanderais à un jeune aujourd'hui de se lancer dans l'architecture, d'être architecte, et si oui, en France je veux dire, et si oui, quel meilleur conseil tu pourrais lui ou leur donner? Je dirais que la France est un très bon terrain d'exercice pour les architectes et un très bon terrain de formation. Il faut d'abord démontrer et s'exercer dans son art à l'endroit où sa culture s'est forgée et s'est formée avant de espérer l'exporter ailleurs, quoi. Donc c'est ce que je dis aux jeunes architectes. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas dans ton métier? Pour faire ce métier à l'échelle des bâtiments que l'on a vus, j'ai une grande équipe qui m'entoure. Donc, ce que je n'aime pas, c'est me poser la question de savoir si cette équipe pourra se survivre à elle-même en permanence, parce que c'est une question qui se pose presque pas tous les jours, mais presque. Et en particulier aujourd'hui, où les temps sont difficiles et où les commandes sont rares. Même pour un architecte qui donne l'impression qu'il réussit tout ce qu'il touche, donc même pour moi, les temps sont difficiles et j'ai du mal à maintenir ce rythme et cette équipe et la cohésion de cette équipe d'un projet à l'autre. Alors aujourd'hui, quels sont les grands projets sur lesquels tu te portes et qui te font oublier tes angoisses? Par exemple, Majunga est une des tours les plus sophistiquées que n'ait jamais construites. C'est-à-dire qu'on a projeté dans cette tour un niveau d'ambition à la fois architectural et technologique, immobilier, qu'on n'avait jamais fait. Le rapport au climat, le fait que l'on ait des diaphragmes ouvrant sur l'extérieur, le traitement des façades et l'absence quasiment de structures visibles sur les plateaux, la taille des plateaux disponibles, la quantité de lumière sur l'espace de travail, tout ça, ce sont autant de facteurs qu'on n'avait jamais vu à l'intérieur d'une tour. Et pour que ça soit réussi, il faut qu'il y ait ce côté un peu tout va bien, tout marche, il n'y a aucun problème. Voilà, il faut que ce soit comme ça. C'est-à-dire il faut oublier la difficulté de l'avoir fait.